Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé hier les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon. Coût des travaux 20 milliards de francs CFA. Le projet va durer 13 mois. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient d'avoir une rencontre avec les associations des victimes de guerre. Ces victimes seront indemnisées. Le président de la République a mis à leur disposition un fonds de 10 milliards de francs CFA. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme met des terrains viabilisés à la disposition des populations. L'Agence de gestion foncière, l'une des structures techniques du ministère de la Construction, vient d'aménager un site de plus de 9. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. À suivre également dans cette édition le dossier Eco Plus. Nous parlerons du péage, instrument de gestion des routes. Les prix des passages sur ce point, vous le savez, sont connus depuis hier. Les tarifs sont fixés à 500 francs CFA par passage pour les véhicules personnels, 1500 pour les véhicules de transport et 3000 francs pour les poids lourds. Mais qu'en pensent les Ivoiriens? Surtout, quel est ce nouveau mécanisme de gestion des routes? Qu'est le péage? Nous en saurons davantage dans quelques instants dans le dossier Eco Plus. Mais avant, parlons de la messe de Noël en Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara était à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Elle y est allée pour prier à l'occasion de la messe de Noël ce vendredi en fin de soirée. Messe dite par le révérend père Éric Norbert Abécan. Pour lui, il s'agit d'une messe de rassemblement dans la paix et la joie. Une séance de prière donc marquée par des chants et louanges à l'égard du Tout-Puissant. La première dame de Côte d'Ivoire avait à ses côtés des personnalités, notamment des membres du gouvernement. Elle s'est dit heureuse d'avoir pris part à cette messe de Noël. Voilà, je vous invite à présent à écouter la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, à la fin de la messe de Noël. À chaque fois que nous venons à l'église Sainte-Famille de la Riviera, c'est toujours extrêmement gai et sympathique. Donc j'étais très heureuse de participer à cette messe. Je voudrais souhaiter à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année dans la paix et dans le bonheur. Et ils sont également nombreux, les chrétiens qui prennent donc la route ce soir pour la messe de Noël. Ils vont donc veiller dans les temples et paroisses. Rendons-nous à présent à Yopougon. Le Premier ministre a lancé hier les travaux de réhabilitation de la zone industrielle. Ces travaux concernent notamment les voiries, le drainage des eaux usées, l'assainissement et l'éclairage public. Coût des travaux, 20 milliards de francs CFA. Le projet va durer 13 mois. Reportage signé Alexis Rouedraogo. Ciel pluvieux ce mardi, le chef du gouvernement est à la zone industrielle de Yopougon. Il y lance les travaux de réhabilitation de la zone, une zone balafrée par des voies impraticables. L'objectif de ce projet de réhabilitation est donc de soutenir le secteur industriel à travers la mise en place d'un cadre adapté et propice pour ses activités. Prenant part à cette rencontre, le vice-président de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a loué l'initiative et plaidé pour la mise en œuvre de l'Agence de gestion des entreprises industrielles et une claire identification des occupants de la zone. Ces travaux engagés ce jour devraient renforcer la compétitivité du secteur en stimulant la qualité des services. Nous avons une concentration importante de nos industries ici, au niveau de Yopougon. Et je crois que aussi ça va donner l'exemple des autres zones industrielles sur lesquelles on va travailler, notamment le PK24, qu'on doit lancer en début d'année en janvier prochain, mais aussi les zones industrielles de l'intérieur du pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandes d'investissement en Côte d'Ivoire et les zones industrielles étaient saturées. Donc il faut d'abord moderniser ce qui existe, mais aussi créer des zones nouvelles de manière à ce que les industries qui sont là puissent s'établir. Je crois qu'on a presque une centaine de demandes non satisfaites actuellement. Les travaux devraient courir sur une période de 6 mois. Daniel Kablan-Duncan a souhaité que les structures en charge du dossier respectent scrupuleusement les délais convenus. La Côte d'Ivoire vient d'être honorée à Londres. Elle a reçu le prix du meilleur pays pour les réformes du secteur minier. C'était lors du gala qui a sanctionné l'édition 2014 du forum Men's and Money le 4 décembre dernier à Londres. C'est la première fois que ce prix est attribué à un pays africain. Il a été remis au ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault.
La RTI organise depuis hier une exposition photo pour raconter l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. Le dernier pont réalisé est le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre dernier. Avec cette exposition photo, la radiodiffusion télévision ivoirienne veut informer tous les Ivoiriens sur l'histoire des ponts. L'événement va durer 1 mois. Récit Issaïo Franquadio. Créer un pont entre les différentes générations et régions de Côte d'Ivoire à travers l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette exposition initiée par la RTI, média de service public. Cérémonie d'ouverture donc ce mardi dans les jardins de la télévision à Cocody en présence des ministres Patrick Achi des infrastructures économiques et Afoussiata Bambalamine de la communication. Cette exposition prévue pour 1 mois est l'occasion d'apprécier les ouvrages des ponts d'avant l'indépendance jusqu'à ce jour. La RTI, en tant que témoin majeur de l'histoire de ce pays, se veut un pont entre les différentes générations, entre les différentes régions de ce pays. C'est à ce titre que nous avons voulu nous saisir de cette occasion afin de montrer cette histoire de lien entre les nations, cette histoire de lien entre les populations. L'histoire à travers les images. Pont de Liane, en passant par les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle et le 3e pont Henri Konan Bédié. C'est certainement le lieu de s'arrêter un instant sur la symbolique forte du pont. Le pont, qu'est-ce que c'est? Le pont, c'est d'abord s'affranchir du passé. Le parrain Patrick Achi salue le bien fondé de cette exposition. Il y a très peu d'écrits dessus, il y a trop peu d'images dessus, et au fil des temps, plutôt que de construire en s'inspirant de ce que les nôtres ont fait, des difficultés qu'ils ont rencontrées, de la façon dont ils l'ont surmonté, on perd cette mémoire-là. Une exposition témoignage donc, elle est ouverte au public et prendra fin le 23 janvier 2015. Le pont Henri Konan Bédié complète à 3 les ponts réalisés en Côte d'Ivoire. Les prix des passages sur ce pont sont connus donc depuis hier. Les tarifs sont fixés à 500 francs CFA par passage pour les véhicules personnels, 1500 francs pour les véhicules de transport et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Mais qu'en pensent les Ivoiriens? Surtout, quel est ce nouveau mécanisme de gestion des routes qu'est le péage? Comment fonctionne-t-il et quelle est son utilité? Élément de réponse dans le dossier EcoPlus signé ce soir Jean-Luc Bangbo, Adama Koni. Le 3e pont inauguré le 16 décembre, la grande inconnue restait la question du péage. Je ne sais pas combien ça fait. Et peut-être que ça fait 1000 francs, 1700 francs, je ne sais pas. Et chaque jour, si je dois payer 700 francs par jour, vous voyez ce que ça fait. Par rapport au coût maintenant, bon, pas dire que c'est 750, bon, je ne sais pas, je ne confirme pas. Bon, si ça pourrait baisser, ça peut nous arranger. Bon. Veut exaucer mieux, depuis hier, le gouvernement a déjoué des pronostics. Désormais, c'est 500 francs pour les véhicules particuliers, 1500 pour les cars et 3000 francs pour les poids lourds. Les usagers actualisent leurs commentaires. Les prix sont abordables, en ce sens que ça libère un peu les Ivoiriens et c'est un grand boulot qui a été fait. Il faudrait qu'on trouve un peu d'argent pour continuer ce genre de travaux. Je ne dis pas que c'est trop cher, je ne dis pas aussi que c'est moins cher. Mais seulement ce qu'il faut retenir, vu la libre circulation qu'il y a dessus, ça évite les embouteillages et tout ça. Le coût n'est vraiment pas très élevé pour la bourse d'un Ivoirien. Moi personnellement, j'adhère. Compte tenu de l'embouteillage qui était vraiment monstre sur la ville d'Abidjan, le coût est normal, il est bon. 500 francs pour les personnels, moi je pense que c'est déjà bon. Je pense que la population n'est pas contre. Ça c'est vrai, dans un premier temps, mais il faut expliquer. Les gens ont besoin que ça soit bien expliqué, parce que c'est des faits nouveaux dans notre pays. Le péage, droit dont l'on doit s'acquitter pour franchir un passage ou emprunter un ouvrage d'art, peut s'appliquer aussi bien aux personnes, aux véhicules qu'aux marchandises transportées. Mais le système de péage n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que le péage permet d'entretenir les routes. Et puis ceux qui ont eu à faire ces œuvres-là, il faut que ça, en retour, ça leur apporte quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit. Je pense que le péage est bienvenu. Ça va permettre aux Ivoiriens de circuler librement partout sur le territoire ivoirien. Et puis ça va diminuer un peu les embouteillages à Abidjan surtout. Très bon. Oui, mais on prend pour entretenir le pont. C'est pour entretenir les routes. Ça c'est normal. Ça c'est évident.
Le tarif à payer n'est pas fixé au hasard. C'est la résultante d'une démarche méthodique selon un mode de calcul précis. Ce qui est pris en compte, vous savez que c'est un projet partenariat public-privé. Ça veut dire que l'État apporte une participation et le privé apporte une participation. Et la participation du privé est remboursée par les péages qui seront perçus au passage des usagers. Et donc, c'est un montage, le montant du péage est calculé de façon à amortir l'investissement dans un certain délai. Considéré comme une redevance perçue pour l'utilisation de la route, le mécanisme de péage s'appuie sur le décret numéro 2013-766 du 8 novembre 2013. Celui-ci fait obligation au concessionnaire d'entretenir l'ouvrage concédé et l'autorise à percevoir des droits de péage. Pour construire et entretenir un ouvrage concédé, la société concessionnaire emprunte des fonds. En contrepartie, elle prélève un péage pour rembourser et assurer son entretien et son exploitation. Les sommes qui sont collectées, premièrement, vont à l'entretien de la voie qui est mise à péage, de la route à péage. Donc la première des choses, c'est remettre cette route-là en état, toujours l'entretenir, faire les lagages, faire les entretiens. Lorsqu'il y a un trou qui sort, automatiquement boucher ces trous. Et puis après, voir l'équipement, payer le personnel et puis en plus prévoir l'extension même de ces voies-là pour lesquelles on fait le péage. Le système de commercialisation des routes a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays et la Côte d'Ivoire voudrait bien s'en inspirer. Aujourd'hui, le Maroc a commencé, il y avait 60 km d'autoroute. Ils ont fait le péage, ils ont accepté. Aujourd'hui, ils sont à 1800 km d'autoroute. C'est-à-dire, ils se regardent, ils se demandent, on peut maintenant baisser le prix du péage parce qu'il y a plus grande chose à faire. Il n'y a qu'à faire l'entretien. Déjà en vigueur sur l'autoroute du Nord, le système de péage a permis de collecter plus de 4 milliards de francs CFA. Avec ce mécanisme, c'est surtout le principe de l'utilisateur-payeur qui prime. C'est-à-dire, plutôt que les contribuables, seuls les utilisateurs du pont sont astreints au paiement. Cela évite à l'État de recourir à l'impôt. Là où les ressources publiques ne seront pas suffisantes, nous aurons de plus en plus recours à des financements privés. Et pour rembourser ces financements privés, il va falloir donc, d'une manière ou d'une autre, trouver un mécanisme et le péage fait partie de ce mécanisme-là. La concession du pont Henri Konan Bédié à la société Socoprime durera 30 ans. Des usagers comme les sapeurs-pompiers et les policiers en intervention devraient bénéficier d'un traitement particulier pour leur passage. Voilà, c'était le dossier Éco Plus proposé par le service économie de la rédaction. 27 000 PDA, ces appareils de recensement, ont été prêtés par le Brésil à la Côte d'Ivoire pour la réalisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat qui vient d'être achevé. Ces appareils prêtés ont été remis hier à l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire. Et sachez que le contrat passé entre les deux pays stipulait que ces appareils, qui sont des assistants numériques, devaient être réunis au plus tard le 31 décembre de cette année, nous explique Hugues Vébli. La Côte d'Ivoire retourne au Brésil 27 000 assistants numériques. L'échantillon remis ici à l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire est l'un des milliers de PDA prêtés par le Brésil pour la réalisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Je souhaite seulement que cette opération qui finit aujourd'hui soit le début d'une nouvelle ère de coopération à la hauteur de nos ambitions. La Côte d'Ivoire avait besoin d'aller vite pour rattraper son retard dans la mise en œuvre du 4e recensement général de la population et de l'habitat, initialement prévu pour 2008. Les appareils reçus du Brésil ont donc constitué un appui important. Nous sommes allés jusqu'au thème de l'opération. Il nous reste maintenant la phase d'analyse qui démarre et qui va nous permettre donc au niveau des 18 thématiques qui ont été retenues de sortir les éléments statistiques qui caractérisent la Côte d'Ivoire et qui vont permettre d'élaborer les différents instruments d'aide à la décision. Les premiers résultats du 4e RGPH estiment la population vivant en Côte d'Ivoire à environ 23 millions de personnes. Selon le contrat passé avec la partie ivoirienne, les appareils reçus du Brésil et qui ont soutenu la réalisation de ce RGPH devraient être retournés avant le 31 décembre 2014. C'est désormais chose faite.
La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient d'avoir une rencontre avec les associations des victimes de guerre. Ces victimes seront indemnisées selon la ministre Anne-Désirée Oloto, puisque le président de la République a mis à leur disposition un fonds de 10 milliards de francs CFA. Le reportage de Léon Pro. Les blessés seront soignés, les biens détruits réparés et des aides au relèvement économique octroyées. Assurance de la ministre de la Solidarité expliquant aux victimes de guerre les derniers développements de la question de leur prise en charge. Cette assurance, Anne Oloto la tient de l'engagement du gouvernement et du président Alassane Ouattara de faire de l'indemnisation des victimes de guerre leur priorité en 2015. Ce, à travers la dotation par le chef de l'État d'un fonds à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Avec cette possibilité que le président de la République donne par la mise en place donc de ce fonds, n'est-ce pas, qui permettra la prise en charge des victimes, je pense que nous sommes au bout du tunnel. C'est une question de jours désormais, ou plus tard à la fin du mois de janvier. Pour ma part, en tout cas, le gouvernement sera fin prêt. Bonne nouvelle, rétorquent les associations, mais quelle victime sera effectivement indemnisée? La liste établie par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation étant différente de celle de ces associations. 72 000 contre plus de 100 000 victimes de guerre. Que des mécanismes seront mis en place à l'effet d'avoir une liste consensuelle. Cela est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que aucune victime ne soit laissée sur le bord du chemin. Nous avons appelé à la centralisation de toutes les listes, n'est-ce pas, auprès d'une entité étatique choisie. Nous voudrons que les choses se passent un peu plus rapidement. Les victimes ont déjà trop attendu. Les victimes ont assez souffert et ont trop attendu. Et donc nous voulons que les choses se passent un peu rapidement et que les victimes commencent à être soulagées. Cette rencontre entre la ministre de la Solidarité et les associations des victimes de guerre est la 4e du genre depuis 2013. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme met les terrains viabilisés à la disposition des populations. L'Agence de gestion foncière, l'une des structures techniques du ministère de la Construction, vient d'aménager un site de plus de 9 hectares à Cocody. Tout est donc déjà prêt pour permettre à l'acquéreur de construire. Le ministre Mamadou Sanogo a visité le site aujourd'hui sous le regard de Ben Touré et Hamza Diaby. Du prix, titre foncier délivré par des faussaires, non-respect du droit de purge coutumier. Voilà quelques problèmes auxquels nombre d'Ivoiriens sont confrontés dans la recherche d'un terrain. Pour les protéger et les prévenir contre d'éventuels conflits, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers sa structure technique, AGEF, l'Agence de gestion foncière, a lancé une opération de site viabilisée à Cocody. Ce sont donc 128 lots sur un terrain de plus de 9 hectares qui sont disponibles, avec en plus l'adduction en eau potable, l'électricité et des ouvrages d'assainissement. Tout est mis en œuvre pour que l'acquéreur n'ait plus seulement qu'à élever son mur. Au niveau des finitions, je pense qu'il reste en gros au maximum 1 mois. Le système de téléphone qui est enterré est réalisé à 100%. Les eaux usées et potables également à 100%. L'électricité déjà réalisée. Donc, il ne reste plus que les voiries, les principaux axes qui sont en cours de bitumage. C'est cet exemple de réussite que le ministre Mamadou Sanogo est allé toucher du doigt. L'Ivoirien est fatigué du fait qu'il s'engage régulièrement avec des prétendus entrepreneurs ou aménageurs, et puis à l'arrivée, il est trompé. Donc je voudrais encourager tous les aménageurs privés qui sont venus solliciter des agréments chez nous à l'effet de suivre l'exemple de l'AGEF. Lancé il y a tout juste 6 mois, ce projet continuera d'étendre sa toile dans tout le pays. Prochaine étape, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le Haut Conseil des commerçants et des petites et moyennes entreprises vient d'organiser un séminaire de formation et d'orientation. Cette rencontre d'échange avait pour thème comment réussir ou redynamiser son activité commerciale. L'objectif de ce séminaire, former les commerçants sur la bonne gestion de leurs activités. Frédéric Oulaï, Juliette Ouya nous explique.
Avec 30% de chiffre d'affaires dans l'économie ivoirienne, le secteur des PME veut accroître sa participation dans la croissance que connaît le pays. Pour le Conseil des commerçants et petites et moyennes entreprises, la performance des entreprises du secteur privé passe par une formation de qualité. D'où ce séminaire pour renforcer les capacités de ses membres. Nous avons initié ce premier séminaire de formation pour donner les rudiments de la gestion de l'activité professionnelle commerciale à l'ensemble des commerçants, artisans et PME, des chefs d'entreprise ici en Côte d'Ivoire. Planification, gestion, stratégie pour augmenter ses revenus, autant de notions abordées au cours de cette journée de formation. Ce séminaire va nous apporter beaucoup. C'est le secret que nous sommes venus apprendre pour que notre commerce avance. Le Haut Conseil des commerçants et petites et moyennes entreprises est une organisation interprofessionnelle créée depuis 1 an. Son objectif, faire la promotion de l'entrepreneuriat, facteur de création d'emplois et de richesse. Les agents des douanes de la direction régionale d'Aboisseau dans la région du Sud-Comoé ont saisi récemment des produits pharmaceutiques non enregistrés qui devraient être vendus sur le marché. À ces produits pharmaceutiques saisis s'ajoutent des cartons de produits alimentaires. Au total, plus de 9 tonnes de produits d'une valeur marchande d'environ 18 millions de francs CFA mis hors des circuits de distribution légaux. Ces produits ont été incinérés par les autorités douanières et administratives du Sud-Comoé. Kouban, village de la sous-préfecture de Tienko, c'est dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Ce village vient d'être doté d'un centre de santé urbain entièrement équipé. Un projet initié par Lassine Fofana, cadre de la localité, et financé par l'État de Côte d'Ivoire à environ 200 millions de francs CFA. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, nous explique Léon Pro. J'ai parcouru des kilomètres pour me rendre dans un centre de santé à Odiné parce qu'il n'y avait pas de centre de santé chez nous et la route aussi n'est pas en bon état. Fin de calvaire pour Sanata et ses consoeurs de Kouban. Ce village de la sous-préfecture de Tienko, dans le département de Minigna, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, est désormais doté d'un centre de santé urbain entièrement équipé avec logement de personnel soignant. L'initiative de ce projet est d'un cadre de la localité, Lassine Fofana. Il y a un besoin en matière de santé qui n'était pas satisfait. Et c'est pour ça que nous sommes battus pour que ce centre de santé puisse voir le jour. Et Dieu merci, grâce à la compréhension des autorités de ce pays, nous avons pu réaliser ce centre. Nous avons ici un centre de santé avec un plateau technique qui n'a rien à envier avec un CHU de Boaké ou d'Abidjan. On remercie Lassine Fofana. On remercie le président Alassane Ouattara, que Dieu lui accorde la santé et la force de diriger le pays. Pierre. Je dirais très fier du développement de Kouban. Parrain de l'inauguration de ce centre de santé, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été fait chef du village avec pour nom Mekomba Diarasuba, fondateur de Kouban. Ainsi intronisé, le chef du Parlement a exhorté les fils et filles du Folon à s'impliquer dans le développement de leur région. Si tous les cadres pouvaient avoir cette forte implication dans nos villages, dans nos campements, si les cadres pouvaient de plus en plus s'impliquer pour accompagner le développement de nos campagnes et de nos villages, les autorités n'en seraient que plus soulagées. Pour leur emboîter le pas, Guillaume Soro a offert une ambulance au centre de santé de Kouban. Il est suivi par le ministre des Transports, Gaoussou Touré, cadre du Denguélé, qui lui a offert 2 motos. Le conseil régional du Bafing équipe depuis quelques mois les centres de santé de la région en matériel et en ambulance. Le week-end dernier, c'est la sous-préfecture de Fongbesso, dans le département de Touba, qui a bénéficié d'une ambulance médicalisée d'une valeur de 36 millions de francs CFA. Récit Mamadou Kwasi. Les populations de Fongbesso, sous-préfecture du département de Touba, en fait, en plus de reprofiler des axes principaux des différents villages de cette sous-préfecture, le centre de santé de Fongbesso bénéficie pour la première fois d'une ambulance médicalisée, toute neuve, d'une valeur de 36 millions de francs CFA. Le don est du conseil régional du Bafing. Lassine Diomandé, président de cette institution, et son équipe veulent rapprocher les administrés des structures de santé. Dans cette région, tout est à reprendre, tout est prioritaire. Mais comme vous le savez, la santé étant donc la première de nos yeux, nous avions d'abord pensé à acheter donc cette ambulance.
Une action saluée par Sédiki Konaté, parrain de la cérémonie, qui invite la population au bon usage de cette ambulance. C'est un grand privilège, parce que nous avons encore des villes entières, au sud comme au nord, qui n'ont pas d'ambulance. Et je sais de quoi je parle. C'est un acte majeur. Le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, rassure la population que tous les centres de santé des différentes sous-préfectures seront dotés en ambulances médicalisées et en équipements médicaux, ainsi que la construction des centres de santé dans tous les villages de la région du Bafing. Les actions qui se feront selon lui grâce au soutien du président de la République, Alassane Ouattara, qui a promis de sortir le Bafing de la pauvreté. Après la santé, cap sera mis sur d'autres secteurs de la vie, notamment l'école, l'eau potable et l'électricité. Nous sommes en période de fête, mais en Sierra Leone, ce sera toute une autre ambiance. Les autorités ont annoncé l'interdiction des rassemblements publics pour Noël et le Nouvel An, y compris les offices religieux en raison du virus Ebola. Les chrétiens qui se rendront donc à l'église pour la messe de Noël, ils seront autorisés, mais devront rentrer chez eux dès la fin de l'office. Le récit de Sylvie Touré. Pour les Sierra-Léonais, la fête de Noël va se limiter à la célébration. Les rassemblements publics sont interdits, y compris les activités autour des restaurants, boîtes de nuit et zones de plage dans la région de l'Ouest. Une décision du gouvernement pour réduire les risques de propagation du virus Ebola. L'une des façons de briser la chaîne de transmission se situe au niveau des communautés. Donc, une fois que l'on aura fait cela, on pourrait réellement diminuer les chiffres. C'est pourquoi le président a pensé que c'était nécessaire de décider que pour célébrer Noël cette année, aller à l'église suffirait. Et après avoir été à l'église, nous souhaitons que tout le monde retourne chez soi pour la journée. Des mesures encore plus draconiennes pour le Nouvel An. Toutes festivités, également les offices religieux, sont interdits. L'état d'urgence décrété le 31 juillet demeure en vigueur, ont rappelé les autorités. Notre décision en tant que gouvernement de diminuer les festivités concernant Noël et jusqu'au Nouvel An est motivée par le fait que dans les régions de l'Ouest, en particulier, nous avons une hausse des cas de nouvelles infections liées à Ebola comparé au reste du pays. De telles mesures ont été également arrêtées à Conakry. Le gouverneur de la ville a décrété l'interdiction des fêtes de fin d'année, invoquant le respect de l'urgence sanitaire. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont les 3 pays les plus touchés par la fièvre Ebola. À ce jour, plus de 18 500 personnes y ont contracté le virus, 6 900 en sont mortes. Noël sera célébré en Côte d'Ivoire et justement la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida vient de visiter les enfants malades du CHU du district d'Abidjan et leur a offert de nombreux présents. Ces enfants souffrent de mal de cœur et du cancer. Ces enfants malades du CHU de Treichville sont les premiers à recevoir des cadeaux des mains du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette visite du ministre Raymond Goudou Kofi, débutée au CHU de Treichville, se poursuivra dans les CHU de Cocody et de Yopougon. Les fêtes de Noël sont dédiées logiquement aux enfants. Et nous avons pensé que pour tous nos enfants qui sont hospitalisés et qui sont surtout dans le cas justement des enfants qui sont dans le service d'oncologie pédiatrique, qui n'auront pas de Noël à l'extérieur, et nous avions le devoir de venir leur souhaiter un joyeux Noël, de leur enlever ce sentiment éventuel qu'ils pourraient avoir d'être abandonnés justement parce que malades. Et c'est le devoir de tout Ivoirien de se pencher et puis de faire en sorte que ce Noël-là devienne un Noël heureux pour ces enfants. Occasion pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de dénoncer le comportement de certains individus relatifs à des levées de fonds pour la lutte contre Ebola. Il m'est difficile à ce moment-là de voir à travers la presse des suscitations de fonds, de ressources, de mobilisation de fonds pour accompagner la campagne que nous menons contre le risque Ebola. Nous n'avons pas été informés. Le Premier ministre pas du tout, le président de la République non plus, sinon nous aurions eu le retour de l'information. Donc je voudrais dire que le comité de veille présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre ne se reconnaît pas. Ce sont au total 183 enfants gravement malades qui recevront des présents de la part du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à cette occasion des fêtes de fin d'année.
Voilà, c'était la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida dans les CHU du district d'Abidjan. Les orphelins et enfants démunis ne sont pas oubliés pendant cette fête. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a offert plusieurs cadeaux à plus de 11 000 enfants. Danielle Kwaku a 4 ans. Elle est inscrite en petite section à l'école maternelle du village SOS d'Abobo. Orpheline, elle vit dans ce centre depuis les premiers mois de sa naissance. Cette année, elle aura droit à un cadeau de Noël grâce au district d'Abidjan. Le gouverneur Begré-Mambé décide d'aider les enfants vivant dans les centres d'accueil. Le but est de leur donner la joie de célébrer la Noël comme les enfants de leur âge. Des bons d'achat d'une valeur de plus de 20 millions ont été distribués aux orphelinats et ONG. Aux structures chargées des affaires sociales, celles qui s'occupent de nos enfants, les orphelins, les handicapés, les orphelins du sida, ceux qui ont des difficultés moteurs. Ces structures travaillent souvent dans des conditions difficiles. C'est leur amour pour les enfants qui les soutient. C'est leur passion pour le travail qu'ils font qui les soutient. Ce geste, apprécié par les bénéficiaires, est salué par la directrice de la pouponnière de Yopougon. En tout cas, nous sommes très heureux parce que nous savons qu'ils s'occupent chaque fois de nous et de toute la population en difficulté. Donc c'est vraiment un moment de joie qui nous anime en ce moment. Des cadeaux qui mettent du baume au cœur des enfants qui attendent impatiemment de célébrer la fête de Noël. Reportage réalisé par Patricia Omouetia. Les enfants des journalistes de Côte d'Ivoire ont aussi reçu de nombreux cadeaux. L'initiative est de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour cette cérémonie, les enfants ont eu le soutien de la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine. C'est un reportage d'Herman Niamien. De la joie et du bonheur, il y en avait à la maison de la presse d'Abidjan Plateau. Les enfants des journalistes de Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un arbre de Noël offert par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Venus nombreux pour participer à cette cérémonie festive, les enfants sont repartis les mains chargées de cadeaux de la part du Père Noël. Il était important que les enfants des journalistes, à l'image de tous les autres enfants du pays, puissent avoir la joie de recevoir des jouets, et c'est ce que nous avons fait. Ça me fait très plaisir d'avoir un cadeau du Père Noël. Je suis très contente de participer à la fête de Noël. Je remercie tous les journalistes. Sur le gâteau, les enfants ont reçu la visite du ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. La porte-parole adjointe du gouvernement est venue témoigner son soutien aux enfants des journalistes ivoiriens. C'est vraiment une manière à nous de leur montrer tout notre amour et leur permettre également de s'épanouir, parce que c'est important quand un enfant travaille bien de le féliciter, de l'encourager. Pour cette 3e édition de l'arbre de Noël pour les enfants de journalistes de Côte d'Ivoire organisée par l'UNJCI, ce sont 250 enfants qui ont reçu des présents. Abobo Lumière est à sa 3e édition. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le maire Adama Tungara et le club des amis d'Abobo ont procédé à la mise sous lumière de la commune. L'objectif est bien sûr de permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année agréables. Le reportage de Konepa Gassoro. À Bobo, rond-point du Banco, il est 18h30. Les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE et de l'établissement DH procèdent au dernier réglage sous le regard bienveillant des populations. 19h30, dispositifs sécuritaires, collaborateurs du maire et agents de la municipalité sont en place. 20h enfin, arrive le premier magistrat de la commune d'Abobo, Adama Tungara. Après l'accueil, direction le pupitre. Ici, le maire, en appuyant sur l'un des boutons, permet à la commune d'Abobo d'être illuminée. Comme à chaque fin d'année, depuis 3 ans, la municipalité, avec le maire et surtout les amis d'Abobo, ont voulu faire preuve de générosité à l'endroit de nos concitoyens. Carte de la Côte d'Ivoire, colombes, sapins, armoiries, plantes et animaux, entre autres symboles que les populations de la commune d'Abobo et du district d'Abidjan pourront visiter.
L'initiative de la municipalité et du club des amis d'Abobo est saluée par les populations. Ça nous fait un boum au cœur parce que la Côte d'Ivoire a connu tellement de périodes de turbulences qu'il faut ce genre de moments-là pour vraiment égayer la population. Je remercie le maire Toungara, vraiment ce qu'il a fait pour nous à Bobo ici, vraiment on est très heureux. Abobo est considéré comme Abobo la guerre, donc grâce à ça on peut dire Abobo la guerre. En tout cas pour cette troisième édition d'Abobo Lumière, les habitants de cette commune n'ont pas boudé leur plaisir. Une mise sous lumière qui marque pour les populations de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan le début des fêtes de fin d'année. Et ces fêtes seront sécurisées. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire entendent justement renforcer leur dispositif en vue de la sécurisation des fêtes de fin d'année sur l'ensemble du territoire pour permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes de fin d'année paisibles. Une opération d'envergure est mise en œuvre du 21 décembre au 5 janvier. Opération qui a donc démarré. Abou Sanogo nous explique. Il s'agit d'une opération interarmée baptisée Mirador 2014. Elle concerne toute l'étendue du territoire national avec un accent particulier sur les agglomérations et les voies principales de communication. Et ce plan de sécurisation des fêtes de fin d'année est exécuté par l'ensemble des forces de sécurité et de défense et coordonné par l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Plusieurs éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire seront déployés. Ce sont un peu plus de 16 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines qui seront déployés pour préserver la sécurité de nos compatriotes dans ces moments de joie. Nous bénéficions bien sûr du soutien de la force de l'ONUCI. De façon pratique, l'opération Mirador 2014 consistera, selon le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, en un maillage territorial au plus près des populations avec une présence de forces à leur côté. Plusieurs actions à caractère sécuritaire, bien sûr, seront menées, parmi lesquelles des patrouilles en véhicule et à pied dans les villes et sur les grands axes routiers, une présence physique sur les lieux de culte, des distractions et les commerces, la gestion des foules pendant les manifestations, le bouclage des zones à risque, le renforcement de la sécurité sur les points sensibles. Par ailleurs, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko invite les populations à se conformer aux prescriptions sécuritaires et surtout à faire preuve de courtoisie vis-à-vis des troupes. Mise en œuvre depuis le 21 décembre 2014, l'opération Mirador s'achève le 5 janvier 2015. Et notez que le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle communique qu'en application du décret du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret du 7 mars 1987 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le jeudi 25 décembre 2014, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Elles sont heureuses, ces personnes, d'avoir une pièce les identifiant. Ce sont au total 8205 personnes qui ont obtenu leurs extraits d'actes de naissance et jugements supplétifs à Yamoussoukro. On en parle avec Adama Koné. Ils sont au nombre de 8205 à pouvoir se présenter désormais au guichet de la mairie de Yamoussoukro pour obtenir un acte d'existence juridique. Ce sont en effet 8000 extraits d'actes de naissance pour les enfants et 205 jugements supplétifs pour les adultes que le Haut Commissariat aux réfugiés vient de faire établir dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. Pour le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, Sahara, et le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, il faut prévenir ce fléau. En partenariat avec le Sahara, ou le ministère de l'Intérieur, ou la justice, peuvent faire de telle sorte que les mécanismes sont en place pour que dorénavant toutes les naissances soient systématiquement déclarées. Je pense que nous aurons la possibilité d'orienter les fonds vers les localités dans notre pays.
Message apparemment bien saisi par la mairie de Yamoussoukro. À partir de maintenant, nous prenons certaines dispositions. À l'hôpital, dans les villages, nous allons instruire certains agents de l'état civil qui seront là sur place. Et quand il y aura besoin de naissance, nous allons donc noter déjà, inscrire dans nos cahiers. Cette action a été menée avec le concours du tribunal de Toumoudi. L'opération a coûté 30 millions de francs CFA financés par le HCR. La patrie, faut-il le rappeler, ni les droits fondamentaux des personnes qui en sont victimes. D'autant que, pris au piège de ce vide juridique, les apatrides ne sont techniquement citoyens d'aucun pays. Le Conseil régional du Thiologo a tenu sa 4e et dernière session ordinaire 2014. Le samedi dernier, à Ferke-Sédougou, le budget primitif du triennal a été adopté. Il s'élève à 3 milliards de francs CFA. Le commentaire de Charles Tato. Réhabilitation de centres de santé, reprofilage des pistes et construction d'écoles. Ce sont là les quelques réalisations que le Conseil régional du Thiologo a présentées aux populations lors de sa 4e et dernière session ordinaire au titre de l'année 2014. Les conseillers régionaux ont planché également sur le chapitre des investissements et chantiers à venir. L'adoption du budget primitif du programme triennal 2015-2017 a aussi marqué le Conseil. Il s'élève à plus de 3,7 milliards de francs CFA, dont plus de 400 millions de francs consacrés au fonctionnement et 3,3 milliards de francs CFA aux investissements. Un budget en hausse selon le président du conseil régional, Koné Lassiné. Avec ce budget, une 50aine de projets seront réalisés pour le bonheur des populations de la région du Thiologo. Les priorités, c'est les infrastructures. Et dans ces infrastructures, vous avez l'adduction d'eau potable, l'électrification et les pistes. Et si vous regardez dans le projet, vous allez voir que sur l'adduction, il va y avoir une trentaine de forages qui vont être réalisés sur l'ensemble de la région. Et 7 villages qui vont être électrifiés pour 2015 et un certain nombre de pistes, à peu près pour 160 km de pistes à reprofiler. Pour la réussite de ce pari du développement, le président du conseil régional appelle les populations du Thiologo à l'union et à l'attente. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Edouard Kofi Sakra et Mariette Alangba. Merci à la chef des éditions Justine Seyguike. Ce soir, vous n'aurez pas le dernier journal. Nous vous souhaitons tout simplement joyeux Noël.